s'habitue rapidement à des nouvelles choses. Il est 13h10. Et voilà, c'est un métronome. L'équipe, vraiment, de M. Legault, pour l'heure, ce sont des métronomes. L'autre question qui sera posée aussi, bon, équipement, personnes âgées, je l'ai dit, c'est aussi, est-ce que vous allez donner vos scénarios, rendre publics vos scénarios, comme les Américains le font, comme d'autres provinces l'ont fait? Est-ce qu'il y aura davantage de données, donc davantage de transparence? Oui, on ne veut pas apeurer les gens, mais en même temps, là, quand le cheval est sorti de la grange, comme on dit, là, quand les Américains commencent à donner un nombre de morts, c'est sûr que c'est difficile à éviter de le faire ailleurs. 4 611 cas, Sébastien, c'est donc une augmentation, bien sûr. 500 de plus par rapport à hier, mais en pourcentage, c'est moins élevé qu'hier, l'augmentation. 500 sur 4 000, ça fait environ, c'est quoi, c'est autour de 15 peut-être? 12 et hier, c'était plus de 20 donc exactement. Une augmentation plus modérée quand même, 4 611 cas. On laisse la parole au premier ministre, à la ministre de la Santé et à Dr Arruda. Tout de suite, mesdames et messieurs. Horacio Arruda, Monsieur le premier ministre, à vous. Oui, bonjour tout le monde. Avant de faire le bilan de la journée, je veux peut-être en profiter faire un court bilan de ce qu'on a fait au cours des dernières semaines, puis un peu ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. D'abord, dans ce qu'on a fait durant les dernières semaines, je pense qu'un bon résultat qu'on a, puis on le répète souvent, on a libéré 6 000 lits dans les hôpitaux pour recevoir les patients, là, les personnes atteintes de coronavirus qui auront besoin d'être hospitalisées. Donc, on est prêt à recevoir jusqu'à 6 000 personnes. On ne pense pas atteindre ce chiffre-là là, dans ce qu'on appelle le sommet ou le pic, là, un anglicisme, mais bon, qui a été francisé. Je rappelle qu'on a été aussi un des premiers États en Amérique du Nord, sinon le premier, à fermer les entreprises puis tous les commerces qui sont non essentiels. Donc, ça, c'était un geste qui devrait être payant dans les prochaines semaines. Je rappelle aussi que quand on se compare avec les autres États, les autres pays dans le monde, on est parmi les endroits où on a fait le plus de tests. Donc, on a bien identifié, ou en tout cas, on a commencé à bien identifier les porteurs du virus. Donc, c'est un peu normal qu'on en ait plus de porteurs du virus d'identifier, de confirmer. Mais ce qui est très rassurant, c'est de voir qu'on n'a pas beaucoup, toute proportion gardée, bien sûr, d'hospitalisation. Puis on a beaucoup moins de décès aussi quand on fait le ratio là, par million d'habitants, puis qu'on compare avec ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est encourageant. Évidemment, je veux revenir sur le matériel de protection individuelle. D'abord, je veux vous dire, là, depuis le début de la crise, en particulier au cours des dernières semaines, on a toute une équipe d'approvisionnement qui a tout fait là, pour confirmer les commandes qu'on a habituellement, en ajouter. Je pense qu'on a fait un très bon travail de ce côté-là. Et hier, on a quelques commandes qui sont rentrées, là, puis aujourd'hui, si on regarde les différents équipements de protection individuelle, on en a actuellement pour une semaine. Donc, c'est amélioré par rapport à hier, puis on continue d'abord de travailler fort à essayer de confirmer des commandes, entre autres en Asie, de fournir des transports cargo pour aller chercher les marchandises. Donc, on travaille très, très fort. Puis, on a des entreprises québécoises, plusieurs entreprises québécoises qui vont commencer à nous fournir des blouses, des gants, des masques. Là. Donc, de ce côté-là, oui, il y a peut-être une période qui est un peu plus critique, disons, passée la prochaine semaine. Mais assez rapidement, dans les prochaines semaines, on va commencer à avoir des entreprises québécoises qui vont nous fournir du matériel. Donc, moi, je suis optimiste de ce côté-là. Quand on parle de ce qui s'en vient, puis je sais qu'il y a, entre autres, beaucoup de journalistes, mais aussi beaucoup de personnes qui aimeraient bien qu'on dévoile les scénarios qu'on a. Bon. Évidemment, ce qu'on essaye tous d'avoir comme réponse, c'est quand va arriver le fameux sommet, le fameux pic, là, et ce qui va arriver dans 2 semaines, dans 1 mois. Honnêtement, là, c'est difficile de répondre à cette question-là. Je vois des gens courageux dans d'autres
juridictions, là, d'autres pays, d'autres États qui s'essayent là-dessus. Je comprends que beaucoup de gens voudraient avoir nos scénarios. Ce que j'ai demandé aux gens de la santé publique, c'est de travailler au cours des prochains jours, peut-être à sortir une espèce de scénario le plus probable, là, pour que les gens se disent, bon, avec les données, on commence à avoir beaucoup de données. Quand est-ce qu'on pense que va arriver le sommet là, pour le nombre de cas? Là? Donc, évidemment, comme le dit souvent le docteur Arruda, ce qu'on a hâte, oui, on veut écraser la courbe, mais on a hâte d'avoir passé le sommet, puis là, de commencer à voir réduire le nombre de nouveaux cas et puis le nombre d'hospitalisations, de décès, etc. Donc, juste vous dire, là, je suis conscient, j'ai bien entendu à chaque soir, je lis beaucoup les commentaires sur les médias sociaux. Je comprends qu'il y en a beaucoup qui aimeraient ça avoir le fameux sommet, là, la fameuse courbe. Puis on va essayer de vous la fournir pour un scénario qui serait le scénario, entre guillemets, le plus probable selon nous. Mais ça reste des probabilités, là. Je pense qu'il n'y a pas personne dans le monde qui est capable de dire avec précision quand va arriver ce sommet. Donc, maintenant, le bilan de la dernière journée, on a 2 nouveaux décès. Donc, on est maintenant à 33 décès. Donc, j'offre mes condoléances aux familles, aux proches de ces 2 nouvelles victimes. On a maintenant 4 611 cas confirmés. C'est une augmentation de 449. On a 307 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de seulement 21. Puis on a toujours 82 personnes aux soins intensifs, donc aucune augmentation hier sur le nombre de personnes aux soins intensifs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont sorties et d'autres qui sont entrées, là, mais au net, on est à 82. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je ne dis pas que ça va toujours être comme ça dans les prochains jours. Comme je vous dis, on est dans les probabilités, puis on essaye de prévoir le mieux possible, mais ce n'est pas une science exacte. Ma grande inquiétude actuellement concerne les résidences de personnes âgées. Sur à peu près 2200 résidences, on en a 519 où on a au moins un cas. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, on a annoncé un nouveau budget de 133 millions. Là, on va être encore plus sévère pour les entrées et les sorties dans chaque résidence. On offre aussi au personnel qui est capable de le faire d'aller habiter à l'hôtel payé par le gouvernement. Bon, évidemment, je comprends que ce n'est pas tout le monde qui peut accepter ça. Il y en a qui ont des familles, des enfants à s'occuper. Mais ceux qui sont capables de le faire, d'aller à l'hôtel pour, évidemment, leur réduire les possibilités d'avoir du personnel qui est infecté puis qui vient travailler dans la résidence de personnes âgées. On devrait être capable d'annoncer dans les prochains jours aussi des bonifications des salaires des préposés, incluant dans le secteur privé. Donc, l'idée aussi, là, c'est de dire, bien, il faut mieux payer ces gens-là qui font un travail extraordinaire dans toutes les résidences de personnes âgées. Puis je peux comprendre qu'il y en a certaines qui sont inquiètes, là, à partir du moment où il y a déjà, malheureusement, 519, où on a au moins un cas de personnes infectées. Mais je veux quand même revenir, là. Vous le voyez, c'est très important, très sérieux de ne pas faire de visite. Je sais que c'est triste, mais il ne faut pas aller visiter les personnes âgées dans toutes les résidences. Là. Je ne parle pas seulement des CHSLD, toutes les résidences où il y a plusieurs personnes âgées. Très important, c'est une question de vie ou de mort, de ne pas prendre le risque d'entrer le virus davantage dans les résidences de personnes âgées. Bon, vous avez vu ce matin, on a sorti un communiqué pour ajouter des zones plus au nord pour les protéger. Si vous regardez une carte du Québec, vous allez comprendre qu'il y a des régions qui sont très étendues nord-sud. Puis on a ajouté donc le nord de l'Outaouais, Laurentides, la Naudière, puis la Mauricie.
Vous voyez, là, la Tuque et puis les coins très au nord, Laurentides, la Nodière. Bien, on demande aux personnes d'abord qui habitent dans le nord de ces régions-là de ne pas venir dans les grands centres dans le sud. Vous savez, quand je regarde le sud, par exemple, de la Nodière ou de Laurentides, des grandes villes, là, puis il y a beaucoup de gens qui font des voyages entre Montréal et la banlieue. Donc, c'est certain là, qu'il y a plus de personnes infectées dans le sud des régions comme Laurentides, la Nodière, puis dans des régions comme Laval. Donc, très, très important, là, les gens du sud, on ne va pas au nord, puis les gens du nord, on ne va pas au sud. Un mot sur le respect des consignes. Même si la majorité, la grande majorité des Québécois, Québécoises respectent les consignes, encore, j'ai beaucoup de personnes qui me disent il y a des attroupements, des rassemblements, par exemple, dans des parcs. Il y a des commerces non essentiels qui sont encore ouverts, qui font des travaux. Donc, je vous le demande encore une fois, là, c'est très important que les consignes soient respectées. C'est encore là une question de vie ou de mort. Mes remerciements du jour, c'est pour les conjoints de tous ceux qui donnent des services essentiels, que ce soit dans le réseau de la santé, que ce soit dans les épiceries. Je sais que le conjoint, la conjointe, souvent, assure une certaine stabilité, un petit peu de normalité, vient apporter du réconfort. Donc, vous avez un rôle très important à jouer pour être capable de donner de la force et du courage à tous ceux qui continuent de travailler à donner des services essentiels. Je termine avec mes 3 mêmes priorités. S'il vous plaît, tout le monde, on ne sort pas de la maison à moins que ça soit absolument nécessaire. Si on doit absolument sortir de la maison, on s'assure toujours d'être au moins à 2 mètres des autres personnes pour ne pas donner le virus ou recevoir le virus. Et troisièmement, quand on rentre à la maison, on se lave les mains avec du savon pendant au moins 20 secondes. Donc, on dit depuis le début, là, on est en train de mener la plus grande bataille de notre vie collective. On va réussir si tout le monde, absolument tout le monde, respecte les consignes. Donc, je compte sur vous. Merci. Maintenant, quelques mots en anglais. Ouais. Bonjour, j'aimerais parler de nos préparatifs pour le combat contre le virus. Premièrement, nous avons libéré 6 000 lits pour les semaines à venir. Nous sommes également une des premières juridictions en Amérique du Nord à fermer les entreprises non essentielles. Nous sommes également un des endroits qui fait le plus de dépistage, et cela au monde. Et nous travaillons fort pour continuer d'avoir le matériel médical nécessaire. Donc nous sommes prêts pour ce combat, mais il nous faut continuer nos efforts. Il nous faut continuer de protéger nos aînés. Il ne faut vraiment pas envisager quelque visite que ce soit. C'est une question de vie ou de mort. Ce matin, nous avons également pris des mesures visant à limiter les déplacements vers le nord du Québec, entre autres l'Outaouais, les Laurentides, la Nodière et la Mauricie. Et il nous faut continuer de suivre nos 3 priorités. Ne sortez pas à moins que ce soit réellement nécessaire. Quand vous sortez, maintenez une bonne distance avec les passants. Et au retour à la maison, lavez-vous les mains. C'est ainsi que nous sauverons des vies. Je vous remercie. Alors, pour la période des questions réservées aux membres de la tribune de la presse, on va débuter aujourd'hui avec Hugo Pilon-Larose, La Presse. Oui, bonjour, M. Legault. Vous nous dites donc qu'on a pour une semaine d'équipement de protection dans les hôpitaux. Donc, c'est une amélioration depuis hier. Pouvez-vous nous dire quand même, d'ici une semaine, qu'est-ce exactement qui pourrait manquer en premier? Bien, là, pour l'instant, les 4 équipements qui sont importants, les masques N95, les masques pour les chirurgies, là, ce qu'on appelle les masques de procédure, les blouses, les blouses pourraient être remplacées par d'autres sortes de tissus, puis les gants.
Donc, pas mal égal. Les masques de chirurgie, là, c'est peut-être là où on a un petit peu moins de quantité, là, mais on est correct pour une semaine dans ces 4 produits essentiels. Pour les tests de dépistage de la COVID-19, est-ce qu'à ce stade-ci, on pourrait manquer de certains produits chimiques, les fameux réactifs qui nous permettraient de poursuivre au même rythme le nombre de tests que l'on fait chaque jour? Ça aussi, on les suit. On suit les écouvillons, puis on suit les réactifs pour être capable d'analyser. Là aussi, c'est serré. Évidemment, là, puis le docteur Arruda pourra en dire plus long, on est en train de changer un peu les personnes qu'on veut tester. On veut se concentrer sur le personnel de la santé, sur les gens qui sont hospitalisés. Donc, on est en train de changer, mais on a toute une avance là, comparativement à ce qui s'est fait ailleurs dans le monde, déjà de tests. Donc, on commence à avoir quand même très bien identifié les foyers. Oui, puis permettez-moi, M. le Premier ministre, d'apporter quelques précisions. Puis ça, on vous l'avait dit, hein, qu'on avait établi des priorités de tests en fonction de l'épidémiologie qu'on avait. On a beaucoup mis l'emphase sur les voyages au début, hein, parce que c'était là qu'étaient les cas qu'on risquait d'avoir. Maintenant, on va mettre des priorités différentes, comme l'a dit le premier ministre, notamment les travailleurs de la santé, etc., parce qu'on veut s'assurer qu'ils ne soient pas infectés puis qu'ils aient infecté des milieux, etc., etc. Et on ajuste ces priorités-là en fonction de l'épidémiologie. On sait actuellement, je vais vous donner un exemple, avant, quand il y avait un cas qui était un cas de maladie, il y avait un contact avec lui qui développait les symptômes, mais avant de dire que c'était un cas, on testait cette personne-là, parce qu'on était au début. Maintenant, si les gens sont dans la même famille, puis c'est un contact étroit, ce qu'on appelle un contact avec un lien épidémiologique, ça devient un cas confirmé, pas par laboratoire, mais par lien épidémiologique. Il y a toute une série de cas actuellement qu'on n'aura pas besoin de tester, parce que c'est correct, ça se fait continuellement dans toutes les épidémies comme telles. Et donc, on ajuste ces priorités-là, et ce sont les directeurs de santé publique qui, en fonction de leur territoire, puis de leur épidémiologie, elle peut être différente en Estrie, de Montréal que sur la Côte-Nord. Donc, quelque part, on va avoir ce qu'on appelle maintenant une prescription de tests en fonction de l'épidémiologie locale. Fait que ça se travaille continuellement comme tel. Et avec le temps aussi, là, on n'est pas là, mais avec le temps, quand on aura des tests peut-être commerciaux, qu'on peut avoir le résultat en 24 heures, on va peut-être même se mettre, tout dépendamment où on va être dans la courbe, à tester du monde qui va être asymptomatique, mais qui, en somme, sont au début, parce que là, on veut voir s'il reste encore des foyers de potentiel. Donc, c'est tout à fait normal, en fin de compte, que le traitement qu'on donne, ou le dépistage, ou les examens qu'on fait à notre population vont varier en fonction du stade de la maladie. Je pense que c'est un peu dans ce sens, si vous me permettez, je vais vous faire une analogie avec la médecine. Si quelqu'un a une maladie bien localisée, on va faire l'examen qui va faire son examen localisé. Si on pense que la personne a une maladie partout, on va faire des examens, des radiographies, des CAT scans ailleurs. C'est la même approche, mais en termes de tests de laboratoire. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, bonjour à vous. Vous avez dit tout à l'heure que c'est difficile de faire des prévisions par rapport à la pointe. À Ottawa, on laisse entendre que ça pourrait être le mois de juillet. C'est-à-dire qu'on pourrait étendre la courbe jusqu'au mois de juillet pour protéger le réseau de la santé. Est-ce que c'est dans vos scénarios? Est-ce que ça semble se diriger vers ça? Ce qu'Ottawa parlait, c'est la fin de la courbe. C'était pas le sommet de la courbe. C'était la fin de la courbe. Encore là, très difficile de prévoir là, quand va être le sommet, quand la courbe va se rapprocher de zéro. Il y a plusieurs scénarios. Oui, on a des scénarios qui vont jusqu'au mois de juillet pour ce qui est de la fin de la courbe. Et comme je le disais, on a plusieurs scénarios, mais j'ai demandé à Santé publique, dans les prochains jours, d'essayer de sortir un scénario là, qui est peut-être plus probable, quoiqu'il n'y aura jamais rien de confirmé. Si vous me permettez, M. le Premier ministre, je voudrais spécifier, on aura une rencontre avec nos experts là-dessus, parce qu'on regarde. Je voudrais juste vous dire une chose, si vous me permettez. Plus le temps passe, plus l'estimation de notre scénario va être bon. Quand on est au début, là, je ne sais pas si vous comprenez, puis dans le fond, au fédéral, ils peuvent avancer ça, c'est correct, ils peuvent le dire, mais la courbe canadienne va être dépendante de la courbe de chacune des provinces. OK? Tout dépendamment de notre capacité d'aplatir la courbe plus ou moins, elle va avoir une influence sur la courbe.
Moi, je suis très heureux de vous dire que je ne sais pas encore trop tôt quand ça va être le pic, parce que imaginez-vous si on avait eu, je vais reprendre mes images, un pic comme ça, là, hein? Où après 4-5 jours, on aurait été dans le pic, on aurait été dans le trouble. Ce qu'on fait, on l'aplatit. On l'aplatit, on l'étend. Et là, je vais vous dire, c'est quand on va avoir une inflexion de la courbe, quand l'accélération de la courbe va commencer à dire « Ah, on est en train de revenir », il y a un point, là, où plutôt que de remonter, ça semble se diminuer la progression, puis là, on fait une courbe, puis on dessine comme ça. Quand on va l'atteindre, celle-là, là, on va la regarder. On rencontre ce soir nos experts, puis je m'engage, puis c'est pas une question de pas vouloir vous dire des choses, je vous engage que quand on va avoir un estimé qu'on trouve assez précis pour vous dire si ça va être à peu près là, on va vous le dire. Puis ça va dépendre du moment où on est en train d'infléchir la courbe, puis que là, on est capable, puis que nos mesures continuent à être... Puis là, je ne voudrais pas que les gens interprètent que parce qu'on est en train d'infléchir, qu'on l'aplatit, qu'on relâche. Parce que justement, pour pas que ça fasse... Parce qu'on a relâché. Il faut que... Vous avez compris, là, le destin, là? C'est pour ça qu'à quelque part, plus on attend, puis là, plus on sait que nos mesures continuent, puis là, on les renforce. Il ne faut pas lâcher, je vous jure, là, s'il faut qu'au moment où on dit qu'on est en train d'atteindre le pic, que le monde se mette à relâcher, vous nous mettez tout le monde dans le trouble. Puis il faut falloir même maintenir des activités après ça, parce qu'il pourrait y avoir des affaires à l'automne. Fait que soyez assurés que quand on se sentira assez confortable que le test qu'on a fait, les données actuelles et non pas les prédictions, nous disent que c'est à peu près à ce moment-là, on va le dire en toute transparence, mais je veux consulter mes experts. En sous-question? Au niveau des... vous avez ajouté des régions, Monsieur le Premier ministre, là, pour, puis vous l'avez dit, là, éviter le nord et le sud, sauf que dans certaines régions, c'est des barrages aléatoires. Donc, il n'y aura pas de surveillance 24 heures sur 24 pour contrôler les entrées. Et ça suscite énormément de craintes dans certaines communautés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vérifier 24 heures sur 24 qu'il n'y a pas des gens qui circulent? C'est une question de respecter aussi les consignes. Là. Il peut y avoir des gens qui peuvent passer à pied dans la forêt pour monter, là, mais je veux dire, bon, on essaie avec les policiers de contrôler les routes principales qui mènent vers le nord ou qui partent du nord pour aller au sud. Mais bon, je compte aussi sur la bonne foi des Québécois. Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Après quelques semaines de gestion de cette crise-là, quelles leçons tirez-vous pour la suite des choses à cette étape-ci? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire différemment pour mieux contrôler la pandémie, selon vous? Bien, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire, puis j'ai pu apprécier en passant beaucoup plus de temps que d'habitude avec les gens, entre autres du ministère de la Santé. Puis moi, je suis impressionné par leur travail. Puis moi, je pense qu'il faut juste, comme le disait le docteur Arruda, pas relâcher. Et c'est vrai dans nos messages, c'est vrai dans le suivi des consignes par les Québécois, mais jusqu'à présent, je pense que ça s'est bien passé. Puis on a agi très tôt. Puis on n'a pas eu de grogne, en tout cas pas trop de grogne dans la population. Encore aujourd'hui, si on se compare avec le reste du Canada, on a toute proportion gardée, plus de commerces, plus d'entreprises de fermées, plus de chantiers de construction de fermés. Bon, les gens quand même jusqu'à présent. Donc on en a fait plus que moins jusqu'à présent. Il faut continuer comme ça. Je comprends qu'il va y avoir des gens qui vont commencer à être essoufflés. C'est peut-être ça le défi, là. C'est de s'assurer que tout le monde se repose. Et vous avez annoncé aujourd'hui, votre gouvernement, donc 10 millions de plus pour soutenir les organismes communautaires. On a eu des échos de beaucoup d'organismes communautaires, puis les gens qui les gèrent dans l'ensemble des régions. C'est donc 10 millions pour des organismes qui sont déjà submergés, qui vont aller dans des enveloppes discrétionnaires de députés. Donc, des élus vont y aller avec leur jugement ou des fois leur préférence, alors que il y a des organismes comme le CIUS ou des municipalités qui connaissent exactement une connaissance plus fine des budgets et des problèmes de ces organismes-là. Pourquoi avoir choisi cette méthode-là plutôt que d'avoir confié à des CIUS ou à des municipalités la gestion de ces enveloppes-là pour les besoins? OK. Bien, regardez, là, pour moi, il y a certains gros besoins, là. Il y en a certains qu'on sert avec des programmes spécifiques. Pensons à la santé mentale. Là, on s'en parle beaucoup. Il y a des services qui doivent être donnés dans les CLSC. Il y a des services
Daniel discute avec l'Ordre des psychologues pour voir, bon, est-ce qu'on peut rendre gratuits certains services en santé mentale. Mais il y en a toujours qu'on échappe et qui sont ramassés par des organismes communautaires. Un autre groupe qui est important, c'est les banques alimentaires. Là, moi, je veux m'assurer qu'il y a assez d'argent et assez de nourriture dans toutes les banques alimentaires. On me dit que dans certaines régions, des fois, bon, il y a plusieurs comme succursales de banques alimentaires. Des fois, l'argent ne se rend pas tout à fait jusqu'en bas. Donc, ça, je veux... Puis on met un budget spécial. Puis si c'est nécessaire de mettre plus d'argent dans les banques alimentaires, on va mettre plus d'argent dans les banques alimentaires. Maintenant, il y a le discrétionnaire des députés. Moi, je pense que nos 125 députés, là, de tous les partis politiques, connaissent bien leurs citoyens. Puis moi, ce que je dis aux députés, il faut s'occuper de notre monde. Donc, s'il y a un programme en santé mentale, banque alimentaire, ou peu importe, où le réseau, entre autres de la santé des services sociaux, sans mauvaise foi, là, l'échappe, assurez-vous que les organismes soient bien financés. Donc, on vient doubler le budget qui est donné aux députés pour aller agir de façon spécifique. Moi, j'ai très confiance. Je le vois là avec les députés. Ils sont très au courant de ce qui se passe, connaissent bien leurs organismes, connaissent bien leur monde. Donc, oui, les CIUS sont capables d'en faire une partie, mais bon, en regroupant tous les établissements à l'intérieur de CIS puis de CIUS, ça devient quand même des grosses organisations. Donc, d'avoir quelqu'un d'agile comme nos 125 députés pour aller aider là où il y a des besoins particuliers, moi, je compte là, beaucoup sur les députés. Puis là, je parle des 4 partis qui font un travail extraordinaire et s'assurer que si on a échappé quelqu'un qui est vulnérable de toutes sortes de façons, bien, le député va s'assurer d'aller bien financer les organismes qui... Puis, vous savez, ça se passe régulièrement dans les bureaux de comté. Des fois, on a des individus qui viennent au bureau de comté. Il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'organisme. Fait que là, on appelle un organisme, puis on dit à l'organisme, regarde, donnez-leur le service, puis vous, on va vous financer avec l'argent du discrétionnaire des députés. Donc, évidemment, il y a plus de besoins que d'habitude. Donc, c'est pour ça qu'on double le budget des députés. Maintenant, si je peux me permettre, à mon tour, Marc-André Gagnon du Journal de Québec, j'ai une question concernant la situation à la direction de la santé publique en Estrie. On a vu qu'il y a plusieurs cas, que la majorité du personnel affecté aux enquêtes de cas sont malades ou en isolement. La fin de semaine dernière, il a fallu désinfecter un auditorium où ils s'étaient rassemblés, où il y avait eu des échanges de documents papier. Bref, ils se sont infectés. Semble-t-il qu'il y a plusieurs jours de retard pour faire les recherches, détecter d'éventuelles éclosions qui sont non contrôlées. Donc, comme l'Estrie là, est la deuxième région la plus touchée après Montréal, c'est quand même un risque important. Qu'est-ce que vous comptez faire face à cette situation-là? Il faut comprendre qu'il faut faire attention, si vous me permettez, quand on regarde les taux seulement sans avoir des données fines. OK? Premièrement, effectivement, l'Estrie, quand on regarde son taux par rapport à la population, il est élevé. Mais il est associé à ce qu'on appelle des agrégats, des clusters, dont cette histoire de la direction de santé publique. OK? On n'est pas dans une transmission communautaire comme on a dans d'autres régions à Montréal, comme on va observer à Laval, sous peu, etc. Donc, le directeur de santé publique qu'on contacte à chaque jour, heureusement, les gens qui ont été malades vont relativement bien, mais vont passer à travers tout le processus. Puis, ce qu'on fait, ils ont encore une capacité à faire des enquêtes. Ça se peut qu'il y ait des légers retards, mais toutes les actions qui doivent être mises en place quand on signale qu'un phénomène, là, par exemple, il y a un cas dans un tel endroit, ils vont faire l'enquête. Ça se peut que les contacts, ça prenne un peu plus de temps, mais ils ne mettent pas en péril les gens. Ils leur disent isolez-les pour obtenir l'information. Donc, ce qu'on va faire en Estrie, c'est comme partout ailleurs. On continue, même à Montréal, même si c'est des zones chaudes à Montréal, à investiguer chacun des cas et des contacts, à prendre des mesures locales pour empêcher que ça se répande. Actuellement, l'Estrie contrôle ces zones chaudes, comme telles, qui sont associées à des agrégats. Si la situation change et que ça tombe en mode communautaire, là, il pourrait faire des confinements ou des contrôles comme il a été fait ailleurs. Là. Mais l'Estrie, actuellement, n'est pas dans cette situation-là. Puis, curieusement aussi, une des choses qu'on se pose, c'est que vers le nord, on l'a observé, Laurentides, la Naudière, donc la partie nord au nord de Laval, puis je dirais de Montréal, Laval en montant, là, la partie qui est proche du fleuve, etc., elle est comme touchée,
il y a une certaine transmission communautaire, mais on veut aussi protéger le Nord. Sur la Rive-Sud, si on regarde la situation là, actuellement qu'on analyse, Longueuil, Saint-Lambert, etc., il y a des cas, mais il n'y a pas cette transmission-là. Fait que ça se peut que dans 2 semaines, on va vous dire on va séparer l'Estrie parce qu'elle serait peut-être non active, etc., mais on n'en est pas là. Fait que ce que je veux vous dire, dans le fond, l'Estrie, situation à haut taux, mais une situation qui est très différente d'une qui peut avoir un plus faible taux, mais de transmission communautaire. Maintenant, je veux revenir sur la question des masques. Bon, hier, vous avez évoqué la pénurie. Dr Arruda a fait état de notre dépendance aux situations internationales. On aimerait comprendre qu'est-ce qui a changé. Est-ce que le Québec s'est fait voler des cargaisons qui étaient attendues? Il y a des médias internationaux, par exemple, qui rapportent qu'il y a des masques qui ont été fabriqués en Chine, qui étaient destinés à l'Europe, qui auraient été rachetés, détournés vers les États-Unis. Est-ce qu'on est dans ce genre de situation-là, M. le Premier ministre? Oui. Moi, j'ai l'impression qu'on a plutôt gagné cette bataille-là, même contre des États américains. On a une situation, quand vous regardez certains États, là, puis je ne les nommerai pas, mais il y a des États aux États-Unis qui sont déjà en manque de matériel. Bon, nous, on a du matériel encore pour une semaine, puis on a des commandes encore là, qui continuent de rentrer à chaque jour. Puis on a posé des gestes aussi, entre autres en Asie, pour être ingénieux, créatif, pour payer facilement, pour offrir le transport des marchandises nous-mêmes. Donc, je pense que jusqu'à présent, là, je pense qu'on s'en sort mieux que plusieurs États américains. Donc, je ne sais pas qui a volé des commandes à qui, là, mais je pense qu'au net, on s'en est bien sorti. Merci beaucoup. Maintenant, au tour d'Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais revenir sur les 519 établissements pour aînés où il y a au moins une personne infectée. Est-ce qu'on a une idée du portrait régional de ces établissements? C'est partout? Est-ce qu'il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres? Et dans la mesure où il y a des établissements, par exemple, il y a seulement une personne qui est infectée, est-ce qu'on pourrait relocaliser cette personne, essayer de les regrouper dans des endroits pour justement limiter les risques d'infection entre patients ou auprès du personnel? Est-ce que ça pourrait être une option? Tout peut être regardé, là, mais si vous me permettez, oui, il y a des cas, il y a des endroits, il y a un seul cas, plusieurs contacts en investigation. D'autres endroits, il y a eu 5-6 cas. Puis c'est difficile pour moi ici de vous donner toute cette énumération-là, mais il y en a. Puis c'est clair, on va se le dire, on l'a toujours dit, les histoires les plus à risque actuellement, là, c'est dans les raisons où vivent des personnes âgées. Puis c'est là qu'on va avoir des cas, puis malheureusement des mortalités. Donc, il y en a un peu partout. Mais là, la question à savoir, c'est, puis je pense que le ministre de la Santé l'a dit, à l'intérieur d'un établissement, il y a des zones chaudes et des zones froides. Hein? Prendre quelqu'un pour le délocaliser à un certain âge, notamment dans le CHSLD, ça peut avoir des effets psychologiques importants, il n'y a pas les mêmes soins. Ce qu'on fait, c'est des approches, et ça dépend de chacun des milieux. Ça peut être, on dédie du personnel à cette zone-là, on les empêche d'aller, on va essayer d'éviter aussi les gens qui se promènent d'un centre à un autre, parce qu'il y en a plusieurs préposés ou du personnel qui font 2-3 centres, etc. C'est tous des mécanismes qu'on est en train de mettre en place. Et à chaque fois qu'il y a un centre qui est touché, on fait un diagnostic de ce centre-là. Puis s'il y a du personnel qui allait ailleurs, ils vont arrêter d'y aller, OK? Puis là, il y a toutes sortes, il y a tout un plan qui s'en vient aussi pour aider, je vous dirais, la participation, puis je vais laisser peut-être la ministre ajouter si elle veut, la participation du personnel pour leur donner des conditions idéales, hein? Pour que s'ils ont des symptômes, ils ne reviennent pas au travail parce qu'ils sont dévoués, etc., on leur donne des conditions pour s'isoler, qu'on continue à les payer, qu'il n'y ait pas de perte de revenus qui vont faire qu'ils vont venir travailler. Fait que il y a toute une série d'actions, puis ça, elle est analysée au cas par cas, au milieu par milieu. Si vous faites partie d'une résidence pour personnes âgées qui n'est pas en lien avec une autre, que ce n'est pas le même propriétaire, bien, vous allez gérer votre situation dans votre lieu. Si vous êtes propriétaire de 4 résidences dans la même ville, puis vous partagez du personnel, s'il y en a un qui est touché, il y a une analyse qui est faite, puis les recommandations sont faites. Je ne sais pas si Mme la ministre voulait ajouter quelque chose, s'il vous plaît. Alors, faire une distinction, CHSLD, comme le dit Dr Arruda, on a des zones froides, des zones chaudes. Les zones chaudes, là, c'est où on déplace, oui, effectivement, c'est pas l'idéal. On n'aime pas ça, déplacer des personnes âgées. Mais dans le contexte actuel, c'est probablement la chose à faire. Alors, on les déplace dans un secteur, on dédie du personnel avec tout le matériel de protection. Alors ça, c'est ce qui est fait en CHSLD.
En RPA, les résidences personnes âgées, c'est différent parce que les gens ont leur propre appartement, alors ils sont isolés quand ils sont affectés par le COVID-19. Et là aussi, il y a du personnel dédié. Mais ce qu'il faut dire, là, c'est qu'effectivement, c'est notre plus grand défi actuellement. Ce sont les résidences pour personnes âgées, les CHSLD, c'est clair. Et il faut, à ce moment-ci, davantage réorganiser le travail. Ce qu'il faut, c'est minimiser le nombre de personnes qui viennent dans les résidences, par exemple, les résidences personnes âgées, du CLSC, des CLSC, alors que ce soit les mêmes personnes en nombre le plus petit possible qui viennent dans une résidence. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec Mme Blais dernièrement là-dessus, encore aujourd'hui, et c'est ce qu'on a demandé au ministère. Alors, le sous-ministre, avec son équipe, va réorganiser le travail le plus possible, diminuer le nombre de personnes qui viennent de nos services et même des services qu'on achète là, de différents organismes, pour que ce soit les mêmes personnes qui viennent à l'intérieur de ces établissements. On a un effort important à faire de ce côté-là. Et aussi, on va voir à ce que des personnes, si elles le veulent, qui donnent ces services dans ces résidences, puissent avoir, ou en CHSLD, puissent avoir, par exemple, des hôtels où elles peuvent demeurer si elles préfèrent ne pas retourner à domicile pendant qu'elles sont en fonction. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler actuellement, activement, dans les différentes régions du Québec. Deuxième question pour Dr Arruda. J'aimerais revenir sur ce que vous disiez hier concernant le port du masque par les gens sur la rue pour être sûr de bien comprendre, parce que vous disiez hier ne pas pouvoir recommander le port généralisé du masque. Il y a plusieurs experts qui se sont exprimés dans les médias qui étaient en désaccord avec vous. Il y a des données aussi du CDC aux États-Unis qui tendraient à démontrer qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus, qui n'ont pas de symptômes, mais qui peuvent le propager quand même. Donc, est-ce que c'est une recommandation qui est basée sur des données scientifiques ou davantage sur le contexte de pénurie actuelle? Et est-ce que c'est une recommandation que vous pourriez revoir? Écoutez, je n'ai jamais dit que je ne reverrai pas. J'ai toujours dit que ce que je dis aujourd'hui pourrait changer demain. Mais je suis allé faire des vérifications plus précises. J'ai demandé à nos experts de regarder ça aussi. Même le CDC ne dit pas que c'est des données probantes qui disent que c'est adéquat. Je ne sais pas si vous comprenez. Le niveau de protection d'un masque fait maison va dépendre de la qualité du tissu, comment il est ajusté, etc. Et ce que je lui ai dit tout le temps, c'est que ça ne peut pas remplacer les mesures d'hygiène. Là, ce que je tiens à vous dire aussi quelque part, c'est que il parle même pour protéger les healthcare workers et non pas dans la population en général. Parce qu'il y en a qui ont extensionné. Là. Si vous allez voir le texte du CDC, j'ai demandé à mes experts de le regarder. Là. Dans les faits même, M. Trump a dit tantôt, on n'a qu'à prendre un foulard aussi quelque part. Mais le foulard, c'est contaminé, plein de sécrétions, il ne sert plus à rien. Là. Puis même, il devient un concentré potentiel de virus, etc. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que, puis je sais qu'il y a un mouvement d'experts, de médecins qui amènent la chose, mais si on va regarder la science, OK? La science a dit là, que ça pourrait être une alternative s'il n'y a plus rien pour les travailleurs de la santé, s'il n'y a plus rien pour les travailleurs de la santé. Moi, je tiens à vous dire que je préfère, avec les masques de procédure, c'est pas possible, mais avec les N95, par exemple, qu'on les restérilise que de leur dire « mettez-vous un foulard dans le visage ». Fait que moi, je suis très confortable avec ma position que j'ai dit tantôt. Si quelqu'un porte les masques parce qu'il a peur ou dans la communauté, qu'il veut se mettre un foulard, vous pouvez le mettre. C'est sûr que si vous toussez, vous allez accumuler vos sécrétions. Mais faites attention à ne pas toucher à vos mains, oubliez de les laver, puis d'aller contaminer un endroit. Le masque de procédure n'est pas dans notre culture. On n'est pas habitué de porter ça. Puis on voit des photos de personnes, même d'agents de police, qui vont porter le N95 ici. C'est très dur à porter le N95. Un masque de procédure, après un certain temps, c'est dérangeant. Donc, le CDC a fait cette recommandation, mais lisez bien les notes. Là. Allez voir le texte, parce que je suis allé le revoir. Là. C'est pour le healthcare worker. C'est dans un compte healthcare worker, qui veut dire les travailleurs de la santé ou les personnes qui travaillent dans la santé. Ça leur fait une protection dont on ne peut absolument pas garantir. C'est-tu 10, 20, 30 %? Moi, je vous dis juste, c'est un élément qui a probablement plus d'effet, en mon sens, au point de vue perceptuel. Mais s'il vient remplacer un lavage de mains rigoureux, puis une étiquette respiratoire, moi, je préfère quelqu'un qui touche dans son coude, qui va se laver les mains, que quelqu'un qui va avoir un masque plein de sécrétions, dont il va mettre les mains puis qui va toucher à quelque chose. Maintenant, vous faites votre choix. Merci. Maintenant, au tour de Marie-Michèle Sioui, Le Devoir. Bonjour à vous trois.
Vos réponses, puis vous me corrigerez, Madame la ministre, si je me trompe, laissent entendre que la contamination est arrivée par des employés dans les résidences et dans les CHSLD. Il y a des employés qui sont potentiellement contagieux, qui sont obligés de sortir de leur isolement. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de modifier la directive de l'INSPQ pour rassurer leurs proches, pour qu'ils ne craignent pas que les personnes hébergées soient contaminées par le personnel? J'aimerais au passage que vous précisiez, est-ce que vous demandez aux résidents de rester dans leur chambre, de rester dans leurs appartements? Moi, je vais vous dire, et Dr pourra valider, que ce qui arrive dans les résidences, il y a toutes sortes de transmissions. Hein. C'est pas nécessairement un employé là, qui a transmis, mais effectivement, la meilleure pratique, c'est de diminuer le nombre de personnes qui sont en contact avec nos personnes âgées. Ça, c'est une première chose. Quand quelqu'un est symptomatique, un travailleur de la santé est symptomatique, il ne vient pas au travail. On ne rappelle pas au travail un travailleur de la santé qui est symptomatique. Ce à quoi vous faites peut-être allusion, c'est une directive qu'on a reçue il y a 2 semaines de l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, parce qu'on a un contexte où on a besoin vraiment d'avoir notre personnel sur place. Sinon, dans certaines circonstances, qu'on appelle des secteurs critiques, on pourrait avoir des bris de service. Alors, ce qu'on a fait avec l'avis de l'INSPQ, c'est qu'il y a des gens qui ont eu, par exemple, du personnel de la santé qui a eu des contacts avec des gens symptomatiques. Alors, on les a isolés, mais après 7 jours, on leur demande de revenir au travail avec des mesures de protection. Le masque, se laver les mains, la prise de température 2 fois par jour. Alors, toutes ces mesures de protection sont mises en place si la personne n'a pas de symptômes, parce que la période de 7 jours, elle est critique, là, en termes de contact qu'on a eu. Donc, c'est la directive qu'on a de l'INSPQ et je veux vous dire qu'on fait ça dans certains secteurs critiques parce qu'à certains endroits, notamment dans certains centres d'hébergement, nous avons eu à vraiment mettre du nouveau personnel parce que dans cette résidence privée, dans quelques résidences privées, il y a eu des contacts. Effectivement, les gens se sont isolés, mais il n'y avait plus personne. Alors, il a fallu que le CIS ou le CIUS viennent à la rescousse et amènent du nouveau personnel pour s'occuper des personnes âgées. Alors, c'est à la marge, c'est arrivé pas souvent, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des secteurs critiques, notamment dans l'hébergement, mais aussi au niveau des soins intensifs et en milieu hospitalier, où il se pourrait qu'à des moments donnés, on doive faire un retour au travail après 7 jours, mais avec des mesures de protection. Je signale que le temps file. Je crois que Dr Arruda voulait compléter. Oui, je ne vais pas compléter là-dessus. Je vais revenir sur le libellé du CDC, là, parce que je trouve ça très important. C'est marqué là, quand les masques de procédure ne sont pas disponibles, le travailleur de la santé peut utiliser des masques faits maison pour le soin des patients à dernier recours. Cependant, ces masques faits à la maison ne sont pas considérés des équipements de protection personnelle parce qu'on ne sait pas s'ils vont protéger le travailleur de la santé. C'est ça qui est marqué dans le CDC. Donc, si on fait ça, en plus, on doit utiliser avec des visières qui vont couvrir le front en entier, qui vont partir du menton à plus bas. Donc, vous voyez là, que c'est ça là, qui est marqué au CDC. Et c'est ça les données probantes. Juste pour vous dire que donc, quand des gens scientifiques m'interpellent par rapport à ça et que je lis ça, je me pose des questions sur leur interprétation de la recommandation. Merci. Rapidement, sous-question, Mme Sioui. Oui, à propos des régions qui sont fermées, il y a des parents qui ont des enfants en garde partagée dans 2 régions différentes. Est-ce que ces parents-là peuvent voyager d'une région à l'autre? Ça fait partie des exceptions qu'on donne. C'est sûr que si les parents sont malades ou que les enfants ont des symptômes, on ne le recommandera pas. Mais on doit respecter les ordres de cours. C'est-à-dire que ce sont les ordres de cours. Et puis, si les parents veulent prendre une entente différente, ça leur appartient. Mais on va laisser passer des parents et des enfants non symptomatiques sans problème parce qu'il faut respecter les ordres de cours. Merci. On poursuit avec Olivier Bossé, Le Soleil. L'employeur, bonjour d'abord, excusez. L'employeur Métro a commencé à distribuer des attestations de déplacement ou pour prouver que vous êtes travailleur, que vous allez pouvoir vous déplacer, entre autres, dans une région comme Québec où, en principe, il n'y a pas
de contrôle routier. Est-ce que ça s'en vient dans les autres régions aussi, donc? Bien, si jamais un employé est obligé de travailler et puis de changer de région, oui, il pourrait avoir ce genre d'attestation-là de l'employeur. Mais bon, ça existe pas seulement à Québec. Là, on dit que ça existe à d'autres endroits. Ça peut arriver que les policiers exigent une attestation de l'employeur pour laisser passer des gens d'une région à l'autre. Mais non, pas se déplacer de son domicile là, à son lieu de travail. C'est pas quelque chose qui est dans vos... Si on a besoin d'aller dans des services essentiels dans une autre région, on peut le faire. Merci. Maintenant, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, Monsieur Arruda, on nous dit, Mme McCann, que les chirurgies au CHUM à Montréal ont été annulées, incluant les chirurgies pour des cancers, par exemple. Ça inquiète beaucoup de gens, entre autres certains traitements qui peuvent être donnés aussi aux soins intensifs pour des personnes qui sont en oncologie, je pense à des traitements d'immunothérapie, etc. Quelle est la consigne? Il n'y a plus de chirurgie au CHUM en ce moment? Oh non, non. Il y a encore de la chirurgie au CHUM, mais il se faisait probablement encore certaines chirurgies qu'on appelle électives et qui peuvent attendre, qui ne sont pas prioritaires, parce que j'emploie le mot urgent, mais j'emploie aussi le mot prioritaire. Alors, moi, ce que je veux dire, surtout en oncologie, c'est que toutes ces situations-là sont bien examinées par un comité clinique et au niveau de l'oncologie, entre autres, il faut absolument continuer les traitements quand c'est prioritaire, quand il n'y a pas d'impact au niveau de la santé de la personne, on peut attendre, mais s'il y a un impact, il faut continuer. Et ce sont les orientations cliniques qui sont prises à travers le Québec, qui sont suivies par le ministère et notamment par la direction de la cancérologie du ministère. Alors ça, c'est clair que... il faut que ces traitements soient donnés, ces chirurgies soient faites quand elles sont prioritaires et quand il peut y avoir un impact sur la santé de la personne. Monsieur Legault, la mairesse Plante commence à présenter des signes d'impatience pour les gens qui se rendent dans les parcs. Et je pense avec une certaine lucidité. Là, le parc La Fontaine, par exemple, était plein de gens je pensais hier, où il faisait quand même un temps assez clément. Vous en êtes où dans votre réflexion sur le confinement de peut-être certains quartiers à Montréal, peut-être même de l'île de Montréal? Est-ce que, parce que ça avait été évoqué il y a quelques jours, la semaine dernière également, qu'on pourrait aller jusqu'à un confinement de l'île de Montréal. Est-ce que vous progressez dans cette évaluation-là? Et là, il y a deux sujets. Là. Il y a le confinement d'une région, puis il y a les rassemblements dans les parcs. Je pense que c'est deux choses différentes. Non, on ne regarde pas pour confiner l'île de Montréal actuellement. Pourquoi? Parce que, bien honnêtement, il faudrait le faire pour ce qu'on appelle la CMM, là, ou incluant le 450, parce qu'il y a tellement de voyagements. Puis, honnêtement, il n'y a pas une si grande différence que ça dans les chiffres là, entre le 514 et le 450. Donc, il n'est pas question de fermer juste l'île de Montréal. Par contre, là où je suis totalement d'accord avec Valérie Plante, c'est que ça n'a pas de bon sens de voir, par exemple, hier, là, autant de personnes au parc La Fontaine être regroupées près les uns des autres. Ça choque les citoyens. Puis, bon, le message est de plus en plus clair pour les policiers. C'est nécessaire de commencer à donner des contraventions. On va donner des contraventions, mais s'il vous plaît, là, ça n'a pas de bon sens de voir ça dans des parcs à Montréal. Je sais que Valérie Plante songe à fermer certains parcs. C'est peut-être pas une mauvaise idée, mais il faut éviter absolument les rassemblements dans les parcs. Là. Merci. Nous allons donc passer aux questions en anglais. We'll switch in English with Samuel Pouliot à l'arrière from CDI. Vous venez de le dire en français, mais pourriez-vous le répéter en anglais? Il n'y a aucun plan de fermer l'île de Montréal à proprement dire, n'est-ce pas? Réponse. C'est cela. Il n'y a aucun plan visant la fermeture de l'île de Montréal. Si jamais nous décidions de la chose, il nous faudrait fermer également les banlieues. Puisque la rive sud et la rive nord, il y a beaucoup d'allers-retours entre Longueuil, Montréal, Repentigny ou Terrebonne, Montréal. Par conséquent, c'est un tout. Mais aujourd'hui, nous avons annoncé que pour
le nord de la Naudière et des Laurentides, par exemple, nous voulons éliminer les déplacements entre le nord et le sud des Laurentides et la même chose avec la Naudière. Quant au parc montréalais, hélas, ce que nous avons vu, par exemple au parc La Fontaine, beaucoup de gens tout près les uns des autres, tout à fait contre la loi. C'est contraire à la loi, ce n'est pas légal. Deuxièmement, ce n'est pas responsable. Donc, nous disons aux forces policières montréalaises de donner des contraventions aux gens, aux besoins. Et je sais que la mairesse Valérie Plante songe à fermer certains parcs. Je pense que ce serait une bonne idée si nous continuons de voir des groupes des gens se regrouper dans les parcs. Question pour Mme McCann. Il y a de plus en plus de cas de la COVID-19 dans les résidences pour aînés. Comment rassurer les Québécois et les Québécoises que leur être cher est en sécurité? Avez-vous un plan à cet égard? Réponse. Nous avons déjà alloué 133 millions de dollars aux résidences privées pour les aider à mettre en place les mesures visant à protéger les aînés. Il est également question de se doter d'un personnel supplémentaire. Ce qu'on veut faire, voyez-vous, c'est de travailler à organiser les effectifs. Il y a des zones chaudes et des zones froides. Les zones chaudes, c'est là où les gens qui ont été déclarés positifs sont regroupés. Il y a du personnel qui est là avec le matériel de protection pour s'en occuper. Maintenant, dans les résidences privées, nous demandons aux gens déclarés positifs de rester dans leur appartement. Mais il nous faut fournir un effort supplémentaire, savez-vous, afin d'organiser le travail pour qu'il y ait moins de gens qui entrent dans les résidences. Par exemple, c'est le même personnel qui se rend toujours au même endroit et ils ne vont pas d'une résidence à une autre. Parce que vous savez, c'est les soins à domicile des gens, des CLSC. Donc, nous voulons réduire la rotation, si vous voulez, du personnel des soins à domicile. Et nous sommes en train de réorganiser selon ce principe-là. Donc, j'aimerais dire aux familles que nous pouvons tout ce que nous pouvons à cet égard. Deuxièmement, nous voulons également offrir aux résidences la téléconsultation, donc la technologie virtuelle. Et ainsi, nous voudrions accélérer la cadence de ce processus et de la mise en place pour qu'on puisse avoir un contact avec les familles, mais également avec les médecins et les gens qui peuvent s'occuper de leurs besoins médicaux. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Je sais que certains aînés ont des iPads, utilisent FaceTime et d'autres méthodes virtuelles, mais nous voulons quand même doter tous les résidents de ces outils. Question. Sur les résidences des aînés maintenant, il y a un manque d'effectifs dans les résidences pour aînés. En Ontario, par exemple, en lien avec le manque de travailleurs qualifiés, ils sont en train de relâcher, de desserrer les critères d'embauche en demandant de l'aide. Et il y a des membres du personnel qui ont été remplacés par des gens qui tout simplement voulaient être avec les aînés. Alors, quel est le plan du gouvernement québécois pour s'assurer que toutes les institutions où vivent des aînés soient dotées des effectifs nécessaires? Réponse. Nous avons des bénévoles qui s'occupent des aînés. Cela existe déjà, vous savez, nous allons continuer de les soutenir. Nous avons ajouté 133 millions de dollars pour aider ces résidences à embaucher du personnel supplémentaire. Et ils auront probablement besoin d'engager des effectifs supplémentaires. Et ils ont maintenant les fonds nécessaires pour ce faire. Question. Un de mes collègues m'a dit que
tous les sites de dépistage au Québec sont en train de fermer les portes pour 48 heures parce qu'il y a un retard d'analyse des résultats. Et alors, pourquoi est-ce ainsi? Réponse. Le retard est en lien avec l'expansion rapide, avec l'insistance pour tester. On en a procédé à beaucoup de tests, et cela à différents endroits au Québec. Et on a passé de 1 site à 12, voire 19 sites maintenant de dépistage. Cela fait exploser le nombre d'échantillons et les laboratoires étaient sous la surveillance du premier laboratoire pour s'assurer de la qualité des analyses. Donc, il y a une explosion de tests. C'est vrai que maintenant, depuis 24 heures, et on est le 1er avril, n'est-ce pas? Oui. Je ne connais même plus la date. Donc, 1er avril, on est mercredi, d'accord. Désolé. C'est que le temps file à une vitesse folle, vous savez. On est vraiment occupé. Donc, en lien avec notre insistance sur des bonnes données et s'assurer que les gens qui attendent depuis 3-4 jours reçoivent le résultat. Donc, nous maintenons les rendez-vous et nous voulons traiter les cas urgents rapidement. Il y a un impact sur les résidences des aînés. Il y a des travailleurs qui doivent se faire tester en priorité. Donc, le retard est en train de s'amoindrir et nous allons recommencer avec des nouvelles priorités fondées sur les données épidémiologiques. Et cela devrait stabiliser la situation. Vous savez, nous aurons les tests pour ceux qui en ont besoin, avec un temps d'analyse approprié et donc des réponses le plus rapidement possible. Moi, pour ma part, j'aimerais souligner ceci, et c'est très important. Nous sommes en train de prioriser les patients en milieu hospitalier, mais également les gens dans les résidences et les CHSLD, donc les centres de soins de longue durée. C'est très important qu'eux soient testés plus rapidement, et aussi les travailleurs de la santé. Donc, ce n'est pas vraiment n'importe qui a accès aux tests sans priorité. Parce que si vous devez attendre 4 jours comme patient, vous êtes priorisé. Imaginez à quel point c'est aidant pour le patient, mais aussi pour l'organisation, pour les gens qui s'occupent de cette personne-là, à savoir qu'elle n'est pas infectée. Et comme dans les CHSLD aussi. Donc, il y a des gens qui sont plus à risque et doivent donc être priorisés pour les tests. Une dernière question de la Gazette par courriel. Monsieur Legault, vous avez dit que vous n'aviez aucunement l'intention de fermer Montréal, mais Montréal est la ville au Canada qui a le plus grand nombre de cas. Les gens sont fortement préoccupés par la propagation du virus et ils demandent des mesures plus strictes. Est-ce que vous envisagez des règles plus strictes pour la ville de Montréal? Réponse. Je pense que quand vous parlez de Montréal, ce que j'essayais de dire, c'est que nous ne pouvons pas parler uniquement de l'île de Montréal. Il faut englober les banlieues également si on agit à cet égard. Maintenant, allons-nous fermer la région métropolitaine dans son ensemble? On ne l'exclut pas. Par contre, indirectement, ce que nous faisons, c'est que nous sommes en train de fermer les régions au nord de la ville pour s'assurer que les Montréalais et les Montréalaises ne se rendent pas dans le nord. Et moi, quand je dis dans le nord, ça veut dire, j'inclus le nord des Laurentides, par exemple, et au nord de la Naudière. Question. Les épiceries n'arrivent pas à remplir les commandes en ligne. Avec les magasins qui vont fermer les dimanches, les gens se préoccupent. Est-ce qu'il y a d'autres étapes, d'autres mesures à prendre pour assurer la sécurité alimentaire? Réponse. Nous avons permis aux épiceries de faire de la livraison le dimanche. Donc, les magasins vont fermer leurs portes, mais ils peuvent néanmoins livrer de la nourriture aux gens. Et aussi, si les gens viennent avec l'auto, ils peuvent prendre la commande à l'auto. Maintenant, les épiceries, à proprement dire, sont en train d'embaucher du personnel supplémentaire pour la livraison alimentaire et nous demandons à certaines organisations communautaires de prêter main forte pour la livraison de la nourriture. Mais vous savez que
Je peux comprendre que les gens de plus en plus demandent des livraisons et les épiceries n'arrivent pas nécessairement à tenir le rythme. Question. Les refuges pour sans-abri à Montréal disent manquer de fonds pour protéger les plus vulnérables. Cela a mené à une coupure de service. Est-ce qu'il y a plus de financement qui est prévu et quand peuvent-ils prévoir ces sous supplémentaires? Réponse. Nous avons déjà injecté plus de fonds dans ce secteur-là et nous savons que la Ville de Montréal a également agi à cet égard. Donc, je pense que Valérie Plante a un excellent plan à cet égard et elle est en train de le mettre en place pour ces refuges pour les sans-abri et je pense que la situation est maîtrisée. Dernière question pour le Dr Arruda. Le syndicat des employés de l'Université McGill demande que chaque travailleur soit testé une fois par semaine. Est-ce que vous allez le faire? Réponse. Nous allons examiner cela avec notre équipe scientifique et si c'est recommandé et si nous avons la disponibilité de procéder à ces tests, je pense que ce serait la réponse. Oui, mais il faut évaluer la situation et aussi insérer ça dans une stratégie globale de tous les travailleurs de la santé. Merci tout le monde. Merci pour votre patience, votre disponibilité. Voilà, mesdames et messieurs, le grand sujet de préoccupation.